Salut à tous et bienvenue dans les petites infos révoltantes de septembre. Oui, bon, je sais, on commence avec une info du mois d'août, mais je pouvais pas laisser passer un truc pareil. Mesdames, messieurs, voici la pensée complexe de Gérard Longuet sur l'évasion fiscale. Ça montre simplement qu'il y a une réticence à l'impôt, et quand l'impôt est confiscatoire, ce qui est le cas en France par exemple, mais pas seulement dans notre pays, les gens se battent pour garder leur pouvoir d'achat, et il y a d'ailleurs des milliers de salariés dont c'est le métier, ça s'appelle les experts fiscaux, et ils font leur métier. Tout ça est très logique quand on prend aux gens plus de 60-70%. C'est logique, mais est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est une bonne chose? Totalement moral. Je trouve que quand on vous prend 80 à 90% de vos revenus, c'est normal de défendre les 10 ou 20% qui restent. En somme, vous n'estimez pas que l'exécutif doit se charger de prendre ce dossier des paradis fiscaux? C'est une dialectique entre celui qui impose et celui qui paye. C'est une dialectique permanente, comme le glaive et le bouclier. Il y en a un qui frappe et l'autre qui se protège. Même si cela fait des centaines de milliards d'euros qui ne viennent pas dans les caisses de l'État. Ne viennent pas dans les caisses de l'État, tant mieux, parce que l'État le gaspille assez largement et dépense de l'argent inutilement. Et donc que l'État se remette d'abord à vérifier ses dépenses avant de prendre dans l'argent des autres. Gérard est un énarque qui n'a jamais rien produit d'utile de toute sa vie. C'est un politicien de carrière qui est passé d'un mandat électif à un autre, d'un ministère à un autre, et qui a co-dirigé des partis de gouvernement comme l'UDF ou l'UMP. En d'autres termes, il illustre parfaitement ce que je disais dans ma vidéo sur le gaspillage de l'argent public. Il fait partie de ces gus qui ont géré le pays ces 40 ou 50 dernières années. Il a soutenu, validé et parfois signé de lui-même tout un tas de saloperies qui nous ont foutus dans la mouise, sans compter toutes les magouilles dans lesquelles il a trempé et qui arrangent rarement les comptes publics. Il est donc responsable de l'état actuel du pays, bien plus que 99,9% de la population. Et aujourd'hui, il vient nous dire que le résultat de son travail est tellement mauvais qu'il refuse d'y participer financièrement. Quitte à frauder le fisc, parce que là on parle pas simplement d'optimisation, on parle de fraude et d'évasion. Il est même à deux doigts de se vanter d'avoir créé du boulot. Bah oui, il y a des employés qui sont payés pour aider les gens à fuir son désastre. C'est merveilleux, hein ? Écoute Gérard, les fiscalistes te remercient, ça fait au moins des gens qui sont contents de ton travail. Tout ça est d'autant plus ironique que la majorité des revenus de Gérard proviennent de fonds publics, et donc des impôts. En ce moment, il est sénateur, donc il nous coûte dans les 25 000 balles par mois, quand on additionne toutes les enveloppes, mais sans compter le coût astronomique du Sénat. Personnellement, je suis pas sûr qu'il les vale, je crois que ça fait partie des dépenses douteuses de l'État, mais Gérard sera sûrement d'un autre avis, puisqu'il considérait en 2014 que les députés étaient mal payés. Tiens, il est pour la dépense publique maintenant ? Bon, je n'aurais pas l'indécence de comparer le rapport coût-utilité d'une infirmière et d'un député. Ce serait pas très fair-play. En tout cas, avec toutes ces infos, je pense qu'on peut deviner que la bonne dépense publique pour Gérard, c'est celle qu'il ne paye pas et qui finit dans sa poche. « 12 septembre. On en sait plus sur le merveilleux plan de relance européen qui va nous rapporter 40 milliards d'euros. Et nous en coûter 90, mais ça il faut pas le dire. On nous a présenté comme une formidable avancée fédéraliste l'idée que les États remboursent une dette contractée par l'Union européenne qui va décider à leur place de ce qu'on va faire de cet argent. Vous avez déjà entendu parler du millefeuille administratif ? Bref, on a appris dernièrement quel serait le taux d'intérêt de ce tout premier emprunt européen qu'on va payer jusqu'en 2058. Attention, roulement de tambour, 1,15%. Combien ? Énorme arnaque. Je rappelle que la France emprunte en ce moment à des taux largement négatifs, jusqu'à 15 ans, et même sur des maturités de 50 ans, on ne dépasse pas 0,5% d'intérêt. C'est d'ailleurs le seul effet, entre guillemets positif, des politiques de la BCE pour la collectivité. Après, de là à dire que ça compense les effets négatifs, ça se discute. Mais bon, rassurez-vous, fidèles à eux-mêmes, nos gestionnaires de l'année ont réussi à esquiver le bénéfice. Ils ont réussi à coller sur le dos de l'État français une dette de 90 milliards d'euros, à un taux d'intérêt supérieur de 200 points de base à celui du marché, et tout ça pour financer un plan de relance européen structurellement déficitaire de 50 milliards. Donc non seulement ils jettent l'argent par les fenêtres, mais ils se sont démerdés pour le payer plus cher que le marché. On n'a jamais vu une connerie pareille. Heureusement, il est encore possible que tout ce projet capote. Déjà que l'accord de principe avait été obtenu à l'arraché suite au psychodrame européen de juillet, et sur un montant beaucoup plus faible que celui prévu au départ. On est quand même passé de 2000 milliards à 380.
Donc ça fond, et ça peut encore fondre. Il y a aussi une partie du plan de relance européen sous forme de prêt, mais tout le monde s'en fout, parce que les taux d'intérêt proposés par la Commission vont être supérieurs à ceux du marché, et avec des contraintes. Donc c'est pas franchement la bonne affaire, personne va souscrire à cette merde, ça va rester dans les cartons. Alors maintenant il faut quand même passer aux détails pratiques du projet, les conditionnalités, les allocations, qui paye quoi, et c'est parti pour de nouveaux psychodrames. C'est rigolo. Et à la fin, tout ce merdier devra être validé par le Parlement européen et par tous les parlements nationaux. Donc c'est pas gagné, hein. Alors j'espère qu'on en restera au stade de l'effet d'annonce. Ce serait quand même un soulagement pour les finances publiques, auxquelles nous contribuons sans moyen d'y échapper, à la différence de Gérard et de ses amis. Vous savez, ceux qui ont massivement voté Macron et qui maintenant se plaignent que l'État est très mal géré. 13 septembre. Au lendemain de la manif des Gilets jaunes, le Média TV a remarqué une étrange vidéo sur le Twitter de la préfecture de police. Ils ont dû se féliciter un peu vite des applaudissements qu'on y entend, et n'ont pas bien tendu l'oreille. Du coup, ils ont relayé un appel au meurtre. Oups. « 1871, 1940, 2020, les bourgeois de Paris adorent voir défiler sous leurs fenêtres des hommes casqués qui vont casser du travailleur français. D'habitude, c'est des Allemands, mais que voulez-vous? On subit tous des réductions budgétaires. » Hasard du calendrier, la presse s'est horrifiée quelques jours plus tard qu'une majorité de Français soit favorable à un retour de la peine de mort, avec des scores élevés parmi les sympathisants de droite et les catégories socio-professionnelles peu diplômées. L'étude des résultats indique plus un ras-le-bol des gens contre l'impunité et le laxisme judiciaire qu'un véritable souhait du retour de la peine de mort. Mais ça a quand même donné lieu à un ramassis de commentaires stupides dans les médias sur la menace que représenterait le peuple, le populisme, les gilets jaunes, le RIC, etc. Sauf que moi, les seuls que je vois lancer des appels au meurtre dans l'espace médiatique, c'est les bourgeois. Et jamais contre les criminels, toujours contre ceux qui s'opposent à leurs intérêts. Alors parfois c'est des dirigeants étrangers, en ce moment c'est plutôt des manifestants. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, le risque que vous connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin... Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartier, il y a peu. Voilà. Quartier, il y a très peu. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup. C'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Il y a eu après les manifestations, il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir pour les. Voilà. Au début, oui, vous avez raison, mais il y a eu. Plus maintenant. Voilà. En tout cas, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable et je pense qu'on a une armée. On a, je crois, la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors rappelez-vous de ces images quand vous verrez des bourgeois encravatés, suppôts de Gustave Le Bon, donner des leçons de morale et d'humanisme au peuple, alors qu'ils ont souvent 3 tonnes de merde au cul, et que c'est les premiers à lancer des appels au meurtre quand on touche à leurs intérêts. 13 septembre, encore. La chaîne Deus Ex Silicium publie une vidéo montrant l'arnaque totale des tests de grossesse électronique Clearblue. La partie test est en fait totalement identique aux autres tests du marché. Il s'agit d'une languette qui réagit aux hormones contenues dans l'urine. 2 barres égale enceinte, 1 barre pas enceinte, 0 barre, le test a foiré. Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf! On aurait pu penser que tout l'appareillage électronique sert à renforcer l'efficacité du test. Mais non, ça n'a aucun rapport. Il sert juste à lire le test à votre place et à afficher le résultat sous une forme différente. Le marketing étant bien fait, un résultat négatif s'efface au bout de quelques heures, tandis qu'un résultat positif reste affiché pendant 6 mois, afin que madame montre le test à toutes ses copines. Et pour cet intérêt superfétatoire, vous avez payé 5 fois plus cher et créé un déchet électronique absolument pas recyclable. Si vous voulez tous les détails, je vous renvoie à sa vidéo, et si la bidouillerie électronique vous intéresse d'une manière générale, je vous invite à jeter un œil à sa chaîne. Tout comme vous, la première chose que je me suis dit en voyant cette arnaque, c'est que les gens qui fabriquent ça sont des connards et qu'il faut interdire cette merde.
Ce qui me permet de faire le lien entre cette info et l'université d'été du MEDEF qui s'était tenue quelques jours plus tôt. On pouvait y voir l'organisatrice des débats en sueur devant les propos d'une jeune écolo-pastèque, vous savez, les gens verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, qui proposait en gros de réguler, contrôler, interdire des activités de production et de consommation au nom de l'écologie. Moi, la question que je me pose, c'est qui décide que cette année, j'ai pas besoin d'une voiture et qu'il faut que j'attende l'année prochaine? Qui décide ça? Eh ben nous. Mais qui nous? C'est pas exactement ce qu'elle disait, hein, je simplifie un peu, mais disons qu'on peut la classer dans cette catégorie, celle des gens, de plus en plus nombreux, qui réclament des mesures coercitives pour sauver le climat. Et s'ils soutiennent ce genre de mesures, c'est pas parce qu'ils détestent les libertés publiques ou qu'ils ont envie d'avoir un agent de l'État derrière eux qui leur dise comment vivre. Quand on voit comment a été gérée l'interdiction des néonicotinoïdes dans l'agriculture et le désastre sur les cultures de betteraves, on n'a pas trop envie de leur confier le reste. Pour moi, c'est juste la conséquence d'un bombardement de discours catastrophistes et culpabilisants sur l'écologie, renvoyant toute la responsabilité aux consommateurs. Vous connaissez la rengaine, hein ? Faut couper l'eau, trier les déchets, pas prendre l'avion, etc. Et puis tu vas sur la chaîne de Deus Ex Silicium, et tu vois des entreprises qui ont l'air de faire exprès de polluer en fabriquant ce genre de merde. En somme, les éco-terroristes radicalisés qui font tellement peur au MEDEF sont en fait la conséquence du greenwashing hypocrite des grandes entreprises qui sont souvent adhérentes au MEDEF. Vous allez être punis par là où vous avez péché. Alors bien sûr, une fois de plus, on pourrait dire que le consommateur n'a qu'à pas l'acheter, mais ça c'est considérer que nous serions tous conscients et pleinement informés des procédures de fabrication et de leurs conséquences. Or, l'être humain n'est pas rationnel, nous sommes soumis au marketing et à un tas d'autres influences, et puis les fabricants cachent souvent des informations compromettantes, et de toute façon il est impossible de tout savoir. Alors tout ça nous amène à la question qui faisait suer la présentatrice du MEDEF, comment est-ce qu'on peut faire pour réguler des abus dans la production, sans pour autant tomber dans la dictature communiste? Qui décide ça? Eh ben nous. Mais qui nous? Parce qu'effectivement, si on se met à légiférer sur tous les produits un par un pour savoir si on a le droit de les produire ou pas et dans quelles conditions, ça risque de devenir un peu bureaucratique comme société. Par exemple, on pourrait obliger Clearblue à mettre un texte sur l'avant de leurs produits, comme pour les paquets de cigarettes, qui indique que le test n'est pas plus fiable qu'un autre et que tout le merdier électronique n'a qu'un intérêt cosmétique pour proposer un affichage différent des résultats. Et puis une fois que les gens sont informés, vous regardez combien continuent de l'acheter. À mon avis, ça plonge. Hein? Quoi? C'est déjà ce qu'ils disent dans leur pub? La dernière génération de tests de grossesse est arrivée. Découvrez la seule innovation technologique sur laquelle vous pourrez enfin faire pipi. Un résultat en toutes lettres pour une lecture 100% claire. Clearblue test de grossesse digitale. Ok, je suis prête. Qu'est-ce que... Les tests de grossesse Clearblue Digital indiquent des résultats faciles à lire, fiables à plus de 99%. Une clarté absolue lorsque vous en avez le plus besoin. Faut bien admettre que sur le fond, ils promettent pas autre chose qu'un affichage différent des résultats. Après, je suis pas sûr que ce soit bien clair pour tout le monde, et encore une fois, on peut pas exiger des gens qui soient experts sur tout ce qu'ils achètent. Alors est-ce qu'on interdit? Pourquoi pas? Mais ça peut pas devenir une généralité, et ça peut être contre-productif en transformant l'entreprise en victime. Le cas présent est tellement caricatural qu'une simple information auprès des consommateurs permet de tuer le marché et de pourrir l'entreprise. Et si on fait ça pour un produit, puis 2, puis 3, puis 4, etc., il y a un moment où les entreprises vont se mettre à réfléchir. Je peux fabriquer ce gadget et gagner du fric, mais je vais tellement me faire défoncer en le faisant que c'est même pas la peine de lancer le truc. Et de cette façon, on a créé une sorte d'autocensure dans les choix de production. Il ne s'agit pas ici de culpabiliser le consommateur sur son ticket de caisse, comme on le fait habituellement, mais plutôt de culpabiliser l'entreprise sur ses choix de production. Et ça, on peut le faire en organisant une sorte de lobby de consommateurs qui mènerait des actions ciblées, d'information et de boycott sur des cas particulièrement scandaleux. Évidemment, ça va pas tout régler, tout rendre beau et écolo du jour au lendemain. C'est une mesure parmi d'autres qui peut participer à filtrer et assainir la production pour la rendre plus écologique de manière légitime, sans que ce soit Barbara Pompili qui t'explique comment vivre. Malgré tout, il est tout à fait possible qu'une majorité de gens soient contents de payer 5 fois plus cher pour être traités comme des abrutis et des assistés par des entreprises. Il est tout à fait possible que des gens aient besoin de tout un merdier électronique pour faire la différence entre une barre et 2 barres sur un test de grossesse.
Mais alors dans ces conditions, la démocratie n'a plus aucun sens, et on peut instaurer sans scrupule une dictature écolo-paternaliste qui prendra tout ce petit monde par la main, les traitera comme des assistés et des abrutis, et fera leur choix à leur place. Finalement, le problème du MEDEF, c'est que l'écologie oblige les gens à devenir des citoyens, alors qu'eux, ils aimeraient bien n'avoir que des consommateurs. 15 septembre, l'enchaînement est parfait. Nicolas Perruchot, président du conseil départemental du Loir-et-Cher, nous a partagé sa vision du débat démocratique lors d'une réunion avec des élus. Mais la plupart des gens, et ne l'oubliez jamais quand vous allez refaire campagne, la plupart des gens, pardonnez-moi, sont cons. Une très grande majorité, au moins 80% par canton. Non mais sachez-le, ils sont d'un niveau éducatif très moyen et de plus en plus moyen. Et malheureusement, ils sont bêtes. Donc ils croient n'importe quoi. La première connerie qui sort sur Twitter ou sur Facebook pour expliquer que le vaccin, vous donne le sang violet, il y a des gens qui vont le croire, y compris dans mon canton. S'ils expliquent que vous allez avoir une troisième oreille sur le front, il y a plein de gens qui vont le croire et qui vont relayer ces bêtises. On est face à des gens qui sont stupides. Et nous avons, nous, une information qu'il faut essayer de donner de la manière la plus simple ou simpliste possible. Moi, je le dis souvent, n'oubliez pas qu'on s'adresse à des CE1 ou à des CE2, quoi. Alors vous avez sans doute remarqué qu'il s'agissait de propos enregistrés à son insu, qui ont ensuite fuité dans la presse, créant un petit scandale. Évidemment, comme à chaque fois dans ce genre de cas, la défense a été encore plus nulle que le propos, donc on va pas trop s'étaler là-dessus, c'est un peu gênant, surtout que c'était pas nécessaire, vu que la plupart des gens pensent que les gens sont cons. Si, ça fait partie des poncifs. Qui n'a jamais dit, pour X raisons, les gens sont cons? Les gens sont cons, ils ont voté Macron. Les gens sont cons, ils ont voté Le Pen. Les gens sont cons, ils achètent des tests de grossesse Clearblue. Découvrez la seule innovation technologique sur laquelle vous pourrez enfin faire pipi. Et il y a une constante quand on dit ce genre de choses, c'est qu'à chaque fois on s'exclut du groupe des gens. Les cons c'est les autres, c'est jamais soi-même. On verra jamais personne dire je fais n'importe quoi à chaque élection, je suis trop con, il faut me retirer le droit de vote. Ça n'arrive jamais, et pour une raison très simple. L'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes, parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. N'est-ce pas, monsieur Perruchot? Alors maintenant, parlons du fond, parce qu'il y a quand même un constat. 80%, ça me semble excessif, et le mot con est vraiment trop vague. Je pense qu'il vaut mieux parler d'inaptitude ou d'incompétence. Et là, effectivement, il y a une part de la population, alors qu'on peut pas estimer parce que c'est forcément subjectif, mais disons une part trop importante de la population qui n'est pas capable de comprendre ses intérêts, de définir des mesures pour servir ses intérêts, et d'élire une classe politique qui va appliquer ces fameuses mesures. Ça donne ça. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Donc il y a bien une partie de la population qui est totalement dépolitisée et incompétente. C'est un fait. Après, je pense qu'on peut le dire sans être insultant, mais ce qui me choque le plus dans le propos de Perruchot, c'est son fatalisme. Parce que comprendre toutes ces choses, c'est pas inné, ça s'apprend. L'éducation populaire devrait être une mission des partis politiques. Dans l'idéal, ils sont censés proposer une analyse des problèmes de l'heure et essayer de convaincre les gens qu'ils ont les bonnes solutions. Dans l'idéal. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. À cause du mode de scrutin, du système politico-médiatique, ou même du niveau moyen de la population qui a un effet procyclique. Les gens sont cons, donc on leur explique rien, ils restent cons, c'est compliqué. Du coup, nous baignons dans le marketing politique qui a complètement pris le dessus et inversé les choses. C'est beaucoup plus simple et plus rapide de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, et d'une manière qu'ils peuvent comprendre, sans avoir besoin d'apprendre de nouveaux mots ou de nouveaux concepts. Alors, pourquoi pas? Mais après, faut pas venir se plaindre du niveau CE2 de ses compatriotes quand on ne fait rien pour l'améliorer et qu'on est même content d'en profiter pour se faire réélire. Et puis c'est un peu facile de faire passer l'abandon de ses devoirs envers ses électeurs pour du pragmatisme. D'un autre côté, pour expliquer des choses aux gens, il faut encore avoir en face de soi des gens qui veulent qu'on leur explique des choses. Et malheureusement, la télé-réalité fait plus d'audience que Arte. 18 septembre. Les milieux autorisés à penser poursuivent leur lutte contre les fake news. Je rappelle que cette lutte n'a pas pour but de former les gens à s'informer, à trier les infos ou à développer leur esprit critique. Bah non, puisqu'ils sont cons, ce serait de la perte de temps. Et vous avez vu comme les sujets s'enchaînent bien dans cette émission? La lutte contre les fake news consiste à faire comprendre aux gens qui a le droit de leur dire ce qu'ils doivent penser. C'est tout.
Alors après YouTube, Twitter s'est récemment mis à signaler avec un bandeau les comptes appartenant à des médias d'État. Sauf qu'ils ne l'ont fait que contre les médias russes. Donc RT France est signalé comme affilié à un État, mais pas France 24. Oui, parce que dans un cas ça pose un problème parce qu'ils sont méchants et dans l'autre c'est pas grave parce qu'ils sont gentils. Et curieusement, il y a eu un dommage collatéral avec le site Rupture Presse, qui a reçu le label affilié à un État Russie, juste après la publication sur leur site d'un article critique sur le traitement médiatique en France du Russia Gate. Ceci expliquant peut-être cela. Alors pour en savoir plus, ils ont demandé à Twitter des explications, mais n'ont jamais eu de réponse, et ils n'ont reçu aucun soutien de la part de la presse française contre cet étiquetage frauduleux et maccarthiste. Bah oui, mais Pierre, tu critiques la presse française, faut pas s'étonner qu'ils ne soutiennent pas, d'autant que tout ce petit monde touche du pognon dans l'affaire. Ils sont payés par Google, Facebook et Twitter notamment pour lutter contre les fake news. Ils sont bien fait niquer dans l'affaire d'ailleurs, je vous renvoie à mes vidéos. Nos chers médias se déclinent maintenant en 50 nuances de larbin soumis au pouvoir économique qui dicte sa vision manichéenne du monde. Il y a la vérité officielle, pure et incontestable, et il y a tout ce qui n'est pas tamponné par l'AFP, qui n'est que du complotisme et des fake news venus de Russie pour abattre notre belle démocratie. Et les mêmes qui infantilisent la population viendront ensuite se plaindre de son niveau CE2 sur un ton pédant. On retrouve ici les contradictions d'un système qui a besoin de citoyens, mais qui ne veut fabriquer que des consommateurs. Pour terminer, je vous propose de contrer la médiocrité intellectuelle ambiante avec les bouquins du mois. Pour la première fournée, on va s'intéresser au ressort de la société de consommation à travers 3 livres essentiels qui vont vous permettre de mieux comprendre, et donc de mieux résister, à la propagande et à la publicité. Parce que le niveau CE2 n'est pas une fatalité. Alors forcément, on commence avec Propaganda d'Édouard Bernays, qui centralise les principales recettes de l'industrie des relations publiques pour fabriquer le consentement des gens à une idée, une mode ou une tendance. Ça fait partie des classiques. Ensuite, La société de l'indécence de Stuart Even. Ça explique les mécanismes d'ingénierie sociale qui ont permis de transformer une population d'artisans et de paysans en travailleurs consommateurs décérébrés. Et enfin, un bouquin récent qui est devenu ma nouvelle Bible, La fabrique du consommateur d'Anthony Galuso. Si vous deviez n'en lire qu'un seul, c'est celui-là. En gros, il synthétise les 2 précédents livres et retrace l'histoire de la naissance de la société de consommation. Il parle aussi de Bernays pour le démystifier d'ailleurs. C'est extrêmement intéressant et bien écrit. Jetez-vous dessus. Alors vous aurez peut-être un petit peu de mal à vous procurer La société de l'indécence vu qu'il est épuisé partout et que d'occasion il coûte la peau des couilles qu'on s'arrache à la pince. Après il y a toujours moyen de se le procurer, en PDF, e-pub, de manière plus ou moins légale. Idem pour les 2 autres d'ailleurs, on n'a pas tous les moyens de s'acheter plein de bouquins, surtout en ces temps troublés, donc si c'est le cas, de toute manière vous faites pas partie des clients, et donc vous pouvez aller sans scrupule les télécharger sur des plateformes non recommandées par Adopi. Bien sûr, tout travail mérite salaire, et c'est quand même mieux de les acheter. Et si vous le faites, je vous invite quand même à éviter les grosses plateformes type Amazon, qui fraudent le fisc et pratiquent une concurrence déloyale. Si vous tenez à les acheter en ligne, sachez que je vais bientôt les proposer sur ma boutique. Je vais essayer de monter une sorte de petite librairie qui regroupera les bouquins essentiels pour comprendre le monde. J'ai encore un peu de paperasse à faire, mais je vous tiens au courant dès que c'est disponible via les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs ouvert une page Instagram spécialement pour la boutique. Alors pour l'instant c'est totalement vide, mais il y aura pas mal de nouveautés dans les semaines qui viennent, alors si ça vous intéresse, vous pouvez vous y abonner. Bref, j'espère que ce nouveau format vous plaira, il y a 2-3 trucs à améliorer forcément, et puis je me suis rendu compte en le faisant que ce serait pas mal d'approfondir certains sujets dans des débats, pourquoi pas en direct. Le problème, c'est que j'ai une connexion de merde, et que j'ai pas la fibre avant l'été prochain, si tout va bien. Alors en attendant, vous pouvez passer sur Discord pour discuter de tout ça, et puis je passerai de temps en temps. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine!